Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux de la sécurité à l'ère du cloud et l'hyperconnexion. Je suis Jean-Philippe de Retis et je suis accompagné ici de Kamel. Bonjour. Et de Lies. Bonjour. Donc de la société Checkpoint qui est notre partenaire. On va dans un premier temps essayer de passer en revue l'état des menaces actuelles. En guise d'introduction, essayer de comprendre aussi un peu ce qui se passe au travers d'une équation qui permet peut-être de mieux visualiser ce qui arrive actuellement dans le monde de la cybercriminalité. Ensuite, on parlera un petit peu de stratégie de sécurité. On proposera quelques axes de travail concernant plus particulièrement le sujet du jour, le Shadow IT et l'hyperconnexion. Et enfin, Checkpoint présentera des solutions qui permettent donc de gérer et de maîtriser au mieux ce phénomène. Aujourd'hui, je pense que c'est pas utile de rappeler ce que tout le monde voit dans la presse presque de façon hebdomadaire. On voit des incidents qui sont remontés, des fuites de données, des entreprises qui sont attaquées. Tous ces chiffres, tout le monde les connaît, tout le monde a déjà vu un petit peu le problème actuel et la recrudescence d'attaques. Je pense que c'est pas utile de commenter en détail. Pour rappeler peut-être une étude qui est sortie pendant début 2018, réalisée par McAfee, avec un institut de sondage américain, qui est une estimation du coût monde de la cybercriminalité. Ils estiment que globalement, sur l'année 2017, le chiffre s'élève à 600 milliards de dollars, soit 0,8% du PIB mondial, ce qui montre un peu l'ampleur du phénomène. Alors, dans les slides qui viennent, on va essayer finalement de comprendre pourquoi on en arrive là et pourquoi il y a cette explosion d'attaques. Le premier phénomène, on va voir qu'il y a deux phénomènes. Donc, il y a une équation avec deux paramètres et un résultat. On voit sous nos yeux, on a donc le premier phénomène. Le premier phénomène, c'est l'hyperconnexion. On a une explosion de ce qu'on appelle la surface d'attaque. Et on peut résumer ça ainsi. Tout le monde se connecte tout le temps, de n'importe où, à n'importe quoi et avec n'importe quoi. Donc on parle de BIOD, on parle de Shadow IT, on parle de nomadisme digital, mais bien entendu les IoT également. Les IoT qui peuvent évidemment être impliqués dans le deuxième phénomène, puisque le deuxième phénomène, c'est tout simplement l'émergence, depuis quelques années déjà, des botnets. Les botnets, c'est un fantastique outil très puissant et relativement abordable. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, n'importe qui peut aller commander une attaque en déni de service ou aller commander un ransomware, aller commander, une exfiltration de données assez facilement sur le darknet. Et donc, on a un outil qui est à la fois très puissant, comme le démontre par exemple l'attaque DDoS Mirai, qui était basée sur un botnet d'IoT, qui a pu permettre donc de réaliser un déni de service de 1,2 Tera, si je me souviens bien. Donc c'est un outil qui peut se révéler très puissant et qui est très abordable. Et donc naturellement, c'est comme dans une entreprise. Pour qu'une entreprise puisse faire des bénéfices, puisse faire entre guillemets du business, il y a deux conditions qui doivent être réunies. D'abord, elle doit avoir une clientèle. Et puis en deuxième lieu, elle doit avoir des outils de production qui sont performants et pas chers. C'est exactement ce à quoi on assiste. On a l'explosion de la surface d'attaque, ça c'est les clients, c'est le parc potentiel de clients. Et puis on a la banalisation d'outillage, à savoir les botnets as a service. Donc en fait un outil qui est banalisé, qui est relativement peu coûteux et très puissant. Et donc naturellement, ça se transforme en un business qui peut être très très profitable puisque on a la clientèle et l'outil de production. Ici, pour ce slide, donc rappelle également deux phénomènes qui sont importants et qui influent la stratégie de cybersécurité de Retis dont j'ai parlé juste après.
Le premier phénomène, il est déjà en cours actuellement, hein, c'est le manque de patch, le manque de prise en compte des vulnérabilités. Et donc Forbes, qui a édité récemment une vingtaine de prédictions pour 2020, j'en ai retenu deux. Donc la première, c'est que selon eux, en 2020, ce sera toujours comme aujourd'hui, à savoir que les vulnérabilités qui sont exploitées seront encore et toujours des vulnérabilités qui sont déjà connues depuis assez longtemps pour qu'elles aient pu être patchées. Et puis le deuxième point, hein, c'est un peu le sujet du jour, à savoir que le Shadow IT commence à inquiéter beaucoup les entreprises et les directions informatiques. Alors que nous disent nos clients? Naturellement, nos clients ils nous disent que face à cette recrudescence d'attaques et aux enjeux associés, en parallèle, leurs budgets ne sont pas illimités. Donc, il va falloir se concentrer sur les actifs de l'entreprise, il va falloir prendre en compte les enjeux et ne pas se disperser pour optimiser au mieux les investissements qu'on réalise. Bien entendu, les entreprises nous disent aussi, nos clients nous disent également que la digitalisation et l'hyperconnexion sont des sujets qui les préoccupent. Et donc, naturellement, cela va avoir une influence sur la façon dont on va les aider et aux offres qu'on va leur proposer. Et ça influence donc la stratégie cybersécurité de Retis. Notre approche de la sécurité chez Retis, elle tient en 3 mots. D'abord, rationnel. Rationnel, ça se recoupe avec ce que j'ai dit juste avant, à savoir que pour une entreprise, il faut être rationnel dans l'affectation des budgets, parce que ces budgets ne sont pas illimités, évidemment. Donc, prendre en compte, par exemple, le périmètre de la sécurité et se focuser sur les actifs de l'entreprise. Génétique, c'est-à-dire que génétique exprime le fait que l'ensemble des offres de Retis, que ce soit dans le domaine purement de la sécurité, mais aussi dans les domaines comme les communications unifiées, par exemple, sur l'ensemble des domaines, on va avoir une approche de sécurité. On va faire, par exemple, dans certains cas, assez souvent, les recettes de nos projets au scanner de vulnérabilité pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité résiduelle sur les équipements qu'on vient d'installer. Et enfin, dynamique. Ça, c'est le point le plus important et il est illustré à droite. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a des pirates et ces pirates, ils réfléchissent. Déjà, c'est des humains. Ils réfléchissent 24 heures sur 24 à comment pénétrer les réseaux des entreprises. Quand c'est pas un Chinois qui réfléchit, c'est un Russe qui réfléchit. Quand c'est pas un Russe qui réfléchit, c'est un Vendéen qui réfléchit. Pourquoi pas? Et donc, si en face, on n'a pas également des humains qui sont prêts 24 heures sur 24 à répondre à ces attaques, à détecter ces attaques, on n'est pas à armes égales avec les pirates. Donc, la notion de dynamique, ça exprime le fait qu'il faut être en permanence sur ses gardes et en permanence prêt à réagir aux attaques. Et donc ça, bien entendu, ça a une influence sur la stratégie cybersécurité de Retis. Aujourd'hui, Retis, comme presque tout le monde, fait principalement de la prévention. Quand on installe des solutions de sécurité, des solutions techniques, on fait, dans la plupart des cas, de la prévention. Hein, qu'il s'agisse de firewall, de détection d'intrusion, on est vraiment dans le domaine de la prévention. Et d'une façon générale, c'est comme ça depuis quelques années. On fait beaucoup de prévention. Ce qui peut changer dans les années qui viennent, compte tenu de l'explosion et de l'entropie actuelle des connexions et de l'explosion des attaques, c'est que les attaques débordent progressivement et de plus en plus les mesures de prévention. Et donc, il va falloir de plus en plus être sur des activités de détection et de réponse aux incidents. Et donc, la stratégie de Retis, ça va être de transformer cette pyramide en obélisque. C'est-à-dire que les étages du haut vont enfler un petit peu. L'étage du bas, la prévention va toujours rester très importante, évidemment, mais les étages du haut vont donc prendre de l'importance dans nos offres. C'est notre stratégie de développement de l'offre cybersécurité. Alors cette offre, pour la balayer très très rapidement,
on voit par exemple ici en conseil plusieurs activités. Donc les activités de sensibilisation, je les présente très rapidement. En sensibilisation, on a principalement deux types de prestations. On a d'abord les prestations de sensibilisation sous forme de séminaires avec des démonstrations de piratage qui sont réalisées via une plateforme que nous avons développée en interne. Donc nos hackers viennent faire la démonstration de ces attaques devant les participants au séminaire. Deuxième type de sensibilisation, on a les tests de phishing. Ces tests de phishing peuvent être réalisés par mail, par SMS et aussi par clé USB qu'on laisse traîner sur un parking par exemple et dont on va également exploiter les résultats, puisque ces résultats sont remontés en temps réel sur une plateforme en ligne qui a été développée par Retis et qui permet d'avoir des statistiques de la campagne de phishing. Alors bien entendu, on fait également des audits de conformité. Ça peut être de l'audit de conformité par rapport à un référentiel ISO 27000 ou par exemple des audits de conformité RGPD, pourquoi pas. On fait de l'audit d'architecture. Là encore, cela peut revêtre un périmètre, on va dire qu'on va appeler high level. Ça peut être de l'audit de survol ou ça peut être des audits plus approfondis. On fait des tests d'intrusion. On peut faire du test d'intrusion externe comme interne. On peut faire le test du stagiaire ou le test qu'on appelle le test alien, où effectivement le pirate, enfin du moins le hacker, le pirate en col blanc, eh bien, ne dispose d'absolument aucune information et essaye de pénétrer le réseau de l'entreprise par n'importe quel moyen. Et puis bien entendu, on fait de l'audit de configuration. Les solutions technologiques que nous proposons, comme vous pouvez le constater, elles sont assez variées. On essaye de couvrir l'ensemble des besoins. Donc la sécurité périmétrique du système d'information, la sécurité interne du système d'information, l'exploitation de la sécurité cloud et application, c'est un peu le sujet du jour, la sécurité des terminaux, bien entendu, la sécurité des données. Dans chacun de ces domaines, on a différents partenaires et puis on a aussi des partenaires qu'on appelle des global players, comme par exemple Checkpoint qui est avec moi aujourd'hui, donc qui sont capables d'intervenir dans pas mal de ces domaines, puisque leur offre elle est large et Checkpoint est un spécialiste de la sécurité qui a une offre relativement large. On les appelle des global players. Donc pour continuer, maintenant on va parler plus précisément du Shadow IT qui est en fait le principal problème actuel et qui est un peu le sujet du jour. Alors déjà, le Shadow IT, c'est quoi? Le Shadow IT, déjà les anglo-saxons l'appellent aussi Rogue IT, mais c'est un terme qu'on emploie un peu moins parce que Rogue IT, littéralement, ça veut dire l'informatique coquine. Donc évidemment, c'est pas comme ça c'est pas le terme qu'on utilise. Donc, Shadow IT, c'est tout ce qui est informatique non visible de la DSI et voire non autorisé par la DSI. Par exemple, un groupe de travail se réunit et pour aller plus vite, au lieu d'utiliser les outils mis à disposition par la DSI, ils vont utiliser leur Google Cloud ou s'envoyer les fichiers par Gmail, par exemple. C'est un exemple. Donc, ça pose évidemment un problème de visibilité, ça peut poser des problèmes de sécurité. Checkpoint va revenir dessus tout à l'heure, nous donner quelques exemples. Et puis aussi, par exemple, ça prend de la bande passante. Évidemment, ça peut ralentir aussi les flux métiers qui sont, eux, plus importants. Shadow IT, ça devient un problème, non seulement à cause des risques de fuite de données, et voire des risques, je dirais, de sécurité logique, d'attaque, mais aussi simplement parce que c'est une utilisation des ressources mises à disposition par la DSI qui n'est pas prévue. Donc, en fait, on peut comment dire, résumer en disant que dans Shadow IT, il y a trois phénomènes, il y a trois pistes qui nous permettent d'élaborer une stratégie de gestion de ce Shadow IT. Le premier, c'est déjà l'aspect comportemental. Le Shadow IT est très lié au comportement des utilisateurs,
actuellement et d'une utilisation des outils informatiques dans l'entreprise, un peu comme ils le font dans la sphère privée. Donc c'est le premier élément. On va voir comment on y répond. Le deuxième élément, il est contenu dans le mot Shadow IT. C'est une informatique qu'on ne voit pas. Donc, eh bien, le deuxième axe, ça va être de s'atteler à voir mieux ce qui se passe sur le système d'information. Et là encore, il y a des solutions qu'on peut proposer. Et le troisième axe, cet axe découle en fait de ce que moi je considère comme la principale problématique du Shadow IT, au-delà des risques d'infection ou des risques d'utilisation de bandes passantes. Pardon ? Oui. Donc je disais, le troisième axe, il découle du principal risque associé au Shadow IT. Le principal risque du Shadow IT, c'est la fuite de données. Il y en a d'autres. Hein, ça n'exclut pas les autres risques associés ou induits. Mais c'est pour moi, en ce qui me concerne, je considère que c'est le principal. Et donc, par rapport au Shadow IT, on peut proposer l'approche suivante, sous forme d'un triptyque d'axes de travail. D'abord, la sensibilisation des utilisateurs. Comme le Shadow IT, c'est très comportemental comme problématique. Le fait de sensibiliser les utilisateurs va avoir une efficacité relativement bonne pour réduire les mauvais usages du Shadow IT. Le deuxième axe, comme on l'a dit précédemment, le Shadow IT étant par définition quelque chose qu'on ne voit pas bien, et c'est un petit peu le problème finalement, hein, c'est qu'on ne le voit pas. Ça va être d'améliorer la capacité à voir et à détecter ce qui se passe en Shadow IT. Et là, Checkpoint a des offres qui sont très intéressantes, comme vous allez pouvoir le voir juste après. Et enfin, donc le troisième axe qu'on peut proposer, eh bien, ça répond au principal risque du Shadow IT, qui est la fuite de données. C'est tout simplement de chiffrer les données, en tout cas de chiffrer les données sensibles. Et donc, là aussi, Checkpoint peut proposer de l'outillage, et nous, chez Retis, on peut proposer de l'accompagnement à la mise en place, au choix technologique, et puis à la mise en place de ces différentes briques de sécurité. Merci Jean-Philippe. Pour pouvoir vous accompagner, vous présenter ce qu'on fait, on va revenir un peu sur les points d'entrée dans l'entreprise en termes de risque et l'approche sécurité de bout en bout. C'est vraiment notre approche, notre ADN, et c'est ce qu'on s'engage auprès de nos clients et nos partenaires à déployer. Donc pour commencer, on se rend compte que les entreprises, les vecteurs d'attaque sont multiples. On revient un peu à ce qui a été présenté par Jean-Philippe, la partie malware via un email. Donc les deux points d'entrée qui vont être le premier point qui va être via l'email. Le deuxième, toujours principe sur la partie email, soit une pièce jointe, soit un lien qui redirige vers un site malveillant. C'est vraiment la majorité des attaques qu'on voit. Hein. Le vecteur mail est quand même un des vecteurs les plus importants pour amener des menaces dans l'entreprise. Le troisième point sur la partie malware delivery, ça va être également via des outils de partage de documents, tout ce qui est storage sharing. Le deuxième étant la partie phishing. Donc là, lorsqu'on va parler de phishing, on va parler d'applications typiquement sur des emails que vous allez recevoir sur de l'Office 365, sur des factures à payer alors que vous n'êtes pas abonné d'un opérateur X, Y, Z. Ça va être également toute la partie vol d'informations. Pour rappel, hein, le premier vecteur, la première attaque ou une attaque réussie par un hacker commence par du social engineering. Savoir qui est l'utilisateur, avec qui il travaille, dans quel environnement, dans quel écosystème, et ensuite on est au plus proche de l'utilisateur pour pouvoir l'attaquer et lui voler les données, et donc derrière tout ce qui est vol de credentials. Là on parle de la partie email. Il y a également la partie brèche sur tout ce qui est application en mode SaaS. Que se passe-t-il vraiment dans le cas d'une attaque? On a fait une étude au travers de différents clients au niveau mondial, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui 65% des brèches venaient des environnements cloud des clients. Pour faire simple, chez Checkpoint, on a une équipe qui s'appelle Incident Response qui accompagne les clients lorsqu'ils sont sous attaque, de sorte à pouvoir réduire
à la surface d'attaque, dérouter les attaques et ensuite mettre en place des solutions de protection. Aujourd'hui, en termes de pourcentage par rapport aux tickets qu'on a pu générer, 54% des tickets qu'on a pu générer étaient liés à des vols de comptes cloud. L'exemple assez simple, on a un accès à l'AD d'une entreprise. Via cet AD, on va avoir les noms, prénoms, emails des différents utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, on va tenter une attaque sur une application en mode SaaS, typiquement un Office 365. On va attaquer l'ensemble des comptes Office 365 plus la partie admin, ce qui fait qu'au bout de 5 fois un mot de passe, on bloque l'accès au compte. Et là, pour récupérer aux données de l'entreprise, aux emails, il faut compter plus de 48 heures pour se rapprocher auprès d'un acteur comme Microsoft pour récupérer les éléments. Alors qu'historiquement, on avait nos serveurs Exchange dans nos data centers, on se connectait dessus directement et on rechangeait les accès et on verrouillait un peu plus. Le deuxième point en termes de vecteur d'attaque, c'est tout ce qui est diffusion de malware pour pouvoir rebondir dans l'entreprise. Aujourd'hui, vos utilisateurs ont accès à leur messagerie perso sur du Gmail, sur du Hotmail, sur Yahoo, un peu disparu, mais sur ces environnements-là, et tout ce trafic-là est chiffré. Par contre, ils accèdent à leur messagerie perso, à des pièces jointes perso qui peuvent rebondir à l'entreprise, et 11% des failles qu'on a pu identifier étaient liées au partage de fichiers, notamment avec des applications du type Dropbox ou tout ce type de suite qui font du partage de documents. Les risques du Shadow IT, comme je vous le disais, le premier élément, et on redit ce qui avait été donné comme élément de la part de Jean-Philippe, c'est toute la partie perte de données. Le deuxième point, c'est lié aux vulnérabilités des applications. Le troisième est une perte de fiabilité. On ne maîtrise plus son IT puisqu'il est à l'externe aujourd'hui. On donne les clés à un prestataire externe qui vous propose un service en mode SaaS. Et comment on peut finalement avoir une visibilité de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise? On a souvent une des stratégies à sécuriser l'environnement interne de l'entreprise. On a mis des solutions de sécurité de plusieurs niveaux. Par contre, aujourd'hui, l'expertise est déportée. Et pour terminer, sur les risques du Shadow IT, c'est la notion de compliance. Comment je m'assure que j'ai le bon utilisateur qui accède aux bons documents, aux bons éléments de mon entreprise. Pour pouvoir accompagner les clients dans cette approche de sécurité, nous, Checkpoint, on va avoir plusieurs briques. On va commencer le premier élément par avoir une découverte des différentes applications d'un environnement client. Et lorsque je parle d'applications, ce sont aussi bien des applications sur un poste de travail, une tablette, un PC, un téléphone. On a vraiment une solution de sécurité de bout en bout. Donc là, le but, c'est de pouvoir avoir une couverture globale, une cartographie des différentes applications des clients et donc derrière, évaluer les risques. La deuxième approche, c'est la protection et le contrôle des usages. Pour pouvoir savoir, en termes de Shadow IT, pour pouvoir identifier le Shadow IT dans mon entreprise, il faut que j'ai une visibilité de bout en bout au niveau des usages. Et donc, dans ce cas de figure, même principe, au travers des différentes solutions qu'on met en place, on va avoir une visibilité des différentes applications des flux sortants, mais également entrants. Et par rapport à ça, on va pouvoir identifier la consommation de la bande passante, le nombre d'utilisateurs qui se connectent sur une application qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas dans l'entreprise. Ça peut aider, hein. La visibilité peut permettre de voir qu'il y a peut-être un manque dans l'entreprise. Ça se trouve pour partager les fichiers ou autre. Donc, avoir cette visibilité, ça peut vous permettre aussi de rectifier le tir et de valider une solution dans l'IT interne pour gérer cet usage-là. Typiquement, on a des retours d'expérience au travers d'audits qu'on fait chez des clients. On se rend compte que chez certains clients, des solutions de prise en main à distance, il y en a une qui est validée, mais en réalité, ils travaillent avec différents partenaires qui continueront à avoir accès à l'entreprise. Et là, au final, on se rend compte qu'il y a 5 solutions différentes de prise en main à distance sur l'environnement de prod du client qui ne sont peut-être pas autorisées ou validées. Le troisième point, qui est pour moi l'élément le plus important, c'est l'éducation des collaborateurs. Il faut rendre responsables les collaborateurs sur l'utilisation de leur outil Internet et des différentes applications. Aujourd'hui, dans l'entreprise, on a une nouvelle génération d'utilisateurs qui ont l'habitude d'avoir de la consommation sur différentes applications. Déjà à titre personnel, et cette notion d'usage en termes d'application à titre personnel, on essaie de l'embarquer à titre professionnel. On change le périmètre de sécurité dans ce cas de figure. Et un élément important également, c'est la création d'un suivi de ces données. Lorsque j'ai une attaque, lorsque j'ai une faille, lorsque j'ai l'ouverture d'un flux, d'une application qui n'est pas autorisée, il faut que je puisse le suivre et il faut que je puisse le documenter, l'alimenter. Même principe, demain, dans le cas d'une fuite d'informations, on est dans l'obligation de prévenir la CNIL dans cette fuite d'informations. Et là, il va falloir suivre
ces éléments. Tout ça avec un élément très important, une visibilité et un contrôle de bout en bout. Dans la notion de contrôle, le but est de ne pas freiner ces environnements-là, mais plutôt de pouvoir les contrôler, les modérer et surtout éduquer les utilisateurs. En termes de risque, chez Checkpoint, vous allez voir, en termes d'approche, on va avoir une approche liée à nos solutions de sécurité, dites firewall, embarquant plusieurs fonctionnalités. Le premier point étant toute la partie gestion de l'identité, gestion de l'utilisateur. On fait de la sécurité à l'utilisateur et en fonction de l'utilisateur, en fonction de ses droits, de son groupe, de ses autorisations, il va avoir accès à toute ou partie de l'environnement de l'entreprise. On arrête la politique de sécurité à l'IP. Aujourd'hui, faire de la sécurité une IP import, c'est terminé. Donc, par rapport à ça, on va avoir tout ce qui est fonctionnalité de filtrage URL, gestion des applications, tout ce qui est flux d'informations, la notion de DLP. Ce que je vous ai également en élément important, la notion de compliance. Aujourd'hui, est-ce que mes politiques de sécurité sont aux normes par rapport à mon environnement métier, par rapport à la GDPR? Et tout ça pour terminer avec une notion de consolidation en termes d'événements. Donc, détection et contrôle des usages. Vérification des meilleures pratiques et de conformité par rapport à la législation, aussi bien d'entreprise que légale. Engagement, éducation des utilisateurs et protection des données de l'entreprise. Pour moi, l'élément qui est très important, c'est les données de l'entreprise. C'est la richesse de l'entreprise. Pour pouvoir avoir une politique de sécurité, il faut pouvoir identifier les données sensibles et critiques à apporter. C'est ça qui rapporte de l'argent à l'entreprise, hein. C'est les propriétés intellectuelles, les plans, les brevets, c'est ce qui fait gagner de l'argent au jour le jour à l'entreprise. Les bases clients. Les bases clients aussi, bien sûr. Alors là, ce qui va être important, c'est de voir que la visibilité, pour pouvoir voir les applications, sachez qu'on a automatiquement une visibilité avec un regroupement qui arrive dans nos consoles de management. Là, vous avez une visibilité sur le Smart Event et en fait, on va regrouper tous les événements de même nature avec des couleurs et des chiffres. Et vous pourrez voir directement, en fait, via ces espèces de petits donuts, l'évolution des attaques que vous êtes en train de subir en temps réel, soit les attaques, que ce soit les applications à haut risque, ou les cloud services qui sont en train d'être utilisés. Donc, en fait, vous allez voir à travers ça une masse d'événements et en fait, on va regrouper tous les événements de même nature. Ce qui fait que ça va faciliter énormément la tâche de l'administrateur. Il lui suffira en fait de cliquer sur le donut en particulier et à ce moment-là, on va montrer les événements directement. Donc ici, par exemple, on voit Dropbox, on voit qu'il y a eu 472 événements Dropbox et on voit aussi que l'application est catégorisée par Checkpoint en étant un risque 4 sur 5, parce que forcément, dans Dropbox, ça peut permettre de partager des informations qui ne sont pas forcément souhaitées. Ça peut faire sortir de la donnée critique de l'entreprise. Donc, en fait, vous saurez le risque potentiel qu'on a là-dessus, et ensuite, vous pouvez ouvrir le petit plus, et vous allez voir chacun des événements qu'on a vus. Et vous pourrez avoir le détail sur chaque transaction qui a été faite avec Dropbox, par exemple. Donc, là, on prend l'exemple ici d'une application business qui s'appelle GitHub. Donc, on va cliquer pour approfondir et on saura effectivement que John Josh et 46 autres utilisateurs ont utilisé depuis hier jusqu'à aujourd'hui cette application-là. Et bien sûr, on pourra sortir chacun des logs si on veut. Mais bon, ça vous permet de voir aussi la taille des fichiers qui ont été transférés. On voit qu'il y a 16,35 gigas qui ont été utilisés sur cette application-là. Donc, ça vous donne la volumétrie. Ça peut vous la sortir par utilisateur, par catégorie, par application. Enfin, là, il faut imaginer l'information comme un Rubik's Cube et vous tournez les faces pour afficher la vision que vous voulez avoir. Et ça, c'est par défaut dans nos reporting. On a aussi un reporting plus spécifique pour les applications cloud. Parce que les applications, là je vous ai montré dans le slide d'avant la globalité des applications. Maintenant, si on cherche un rapport pour l'utilisation des applications type SaaS, on a un rapport qui est prédéfini qui va vous donner une visibilité sur tout ce qui a été fait effectivement dans le cloud. Vous allez voir le top service cloud, les top catégories qui ont été utilisées. Et si on highlight, il va vous donner effectivement le détail de la consommation qui a été faite application par application. Et vous pourrez tout de suite vous rendre compte, est-ce qu'elles ont été validées, est-ce qu'elles ont été testées en termes de sécurité, est-ce que la DSI a validé ces usages-là. D'accord? Et si vous vous rendez compte qu'il y a un usage qui est fait de plus en plus par l'entreprise, vous pourrez décider au fil du temps, au comité de direction, parce qu'on vous envoie les rapports automatiquement, que va falloir peut-être régler ça avec une application qu'on doit valider dans le futur. Pour protéger ces usages-là, on a deux briques essentielles qui vont travailler pour faire ça. Donc, c'est ce qu'on appelle
le contrôle applicatif, tout simplement. Chez Checkpoint, on rajoute par semaine une trentaine à une cinquantaine d'applications. Si vous voulez, moi, ça fait 3 semaines que je prépare la présentation. J'ai dû la changer 3 ou 4 fois pour changer le nombre d'applications qu'on supporte. Quand j'ai commencé il y a 3 semaines, on était à 7920, je crois. Et donc là, vous voyez, on en a pris plus d'une centaine en l'espace de 3 semaines. Donc c'est un travail qui est fait automatiquement chez nous. On a une centaine d'ingénieurs qui travaillent pour rajouter les applications qui sont publiques. Et sachez aussi, on a aussi la possibilité de customiser et de créer des applications métiers qui sont spécifiques à vous. On a un outil pour que vous puissiez le faire vous-même, ou alors vous ouvrez directement un ticket chez Checkpoint et nos ingénieurs vous demandent un TCP dump et ils vont créer la signature applicative pour votre application. Et vous êtes les seuls à avoir cette signature-là et ça vous permettra de voir dans vos rapports aussi votre application métier. D'accord? Et pouvoir voir la visibilité, comment elle est utilisée, etc. Donc ça, c'était pour la partie application. Je redonne la main à Kamel qui va vous expliquer un petit peu la partie cloud, parce que ça, c'est un usage qui est fait de plus en plus et il faut essayer aussi de contrôler ces usages-là. Sur la partie cloud, je voudrais revenir sur un élément basique. Dans le cadre des clouds publics, il y a une notion de responsabilité partagée. Aujourd'hui, lorsqu'on décide d'externaliser une partie de son SI sur un cloud public, Amazon, Azure, Google, il faut savoir finalement qui est en charge de quoi et qui est responsable de quoi. Et typiquement, lorsque vous allez sur ces différents acteurs de solutions cloud publiques, ils vous mettent de manière officielle leurs responsabilités. Donc, eux s'engagent en termes de niveau de sécurité sur l'infrastructure qu'ils mettent à votre disposition, le fameux IaaS. Ensuite, toute la partie supplémentaire en termes d'environnement, en termes de plateforme, en termes de base de données, est à votre charge en termes de sécurité. C'est à vous de pouvoir sécuriser, c'est à vous de pouvoir contrôler. Le but est de savoir qui accède aux documents, qui accède aux bases de serveurs et comment je peux sécuriser ces environnements-là. Donc, je voulais vraiment vous présenter la partie partage de responsabilité puisque souvent on entend dire que les clouds sont sécurisés. Oui, l'infrastructure mise à disposition est sécurisée. Par contre, à partir du moment où vous prenez ce qu'on appelle un IaaS, l'infrastructure, le reste de l'environnement est à votre charge. Sinon, derrière, on va parler de SaaS, donc d'applications qu'on délivre en termes d'usage. Là, on va aller sécuriser l'interconnexion entre l'utilisateur et cette application. Et le dernier patch étant ce qu'on appelle le PaaS. Et là, c'est toute la plateforme complète qui est proposée. Pour prendre un exemple très concret, si vous mettez une database dans le cloud, dans un cloud public, et cette database est vulnérable à des attaques SQL, les attaques SQL pourraient effectivement attaquer cette base-là au travers même de la sécurité que fournit le cloud vendor. Concernant Checkpoint, c'est un peu le parallèle par rapport à ce qui est proposé par le cloud provider versus ce que nous, on offre en termes de solutions de sécurité. On revient toujours sur les mêmes principes. Sécurité, visibilité, contrôle, reporting. Et donc, comme vous pouvez le voir, la couche du bas va être l'infrastructure qui est proposée par le cloud provider. La première couche du sandwich va être les notions de sécurité. Ensuite, on va s'appliquer à sécuriser l'application, la donnée, gérer tout ce qui est nouvelles menaces avancées, notamment liées à ce qu'on appelle des malwares zero day, non connus. Et pour terminer, avoir une visibilité, donc un forensic, savoir ce qui s'est passé, s'il y a dû avoir une attaque, par où c'est rentré, quels ont été les process, quel a été l'impact business qui ont pu être touchés. Le contrôle de l'utilisateur est un élément important et là, on a voulu vous montrer un peu sur une dashboard de Checkpoint ce que ça donne en termes de visibilité. Donc là, on va rentrer un peu en détail. On va regarder une règle en particulier. Donc le but, c'est juste de vous montrer qu'on va être capable de regrouper les applications sous plusieurs critères, par exemple par catégorie. On a des applications ici critical qui représentent un risque critique, qui ont un haut risque de sécurité. Ça peut être l'anonymizer, du file sharing. Donc tout ça, c'est préconfiguré bien sûr. Vous pouvez créer aussi vos listes de catégories vous-même, des whitelists et des blacklists que vous pouvez après customiser vous-même. Mais bien sûr, le gros avantage, c'est que ce travail-là est fait automatiquement par Checkpoint. Une fois que vous avez ces catégories-là, donc c'est les destinations d'où va votre trafic, vous pouvez choisir granulairement l'action qu'on fera par rapport à ça. On va pouvoir autoriser, on va pouvoir bloquer, mais on pourra aussi faire un peu plus granulaire en autorisant un usage limité ou en limitant la bande passante ou en mettant un message d'information à l'utilisateur pour dire que cette application est autorisée mais qu'on a limité la bande passante exprès. Enfin, ça vous permet aussi de communiquer avec votre utilisateur pour éviter
d'avoir des tickets qui soient ouverts. Plus vous communiquerez avec votre utilisateur, plus ce sera fluide en termes d'utilisation, et plus vous le responsabiliserez par rapport à l'utilisation qu'il fait au jour le jour de sa connexion Internet ou de l'accès à ses applications. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est la notion, comme disait Kamel, de l'identité. On récupère donc ici les groupes de l'AD, là c'est le groupe marketing, mais plus important aussi, on a une notion d'access role chez Checkpoint. C'est-à-dire que vous pouvez regrouper un objet chez Checkpoint qui va prendre 3 critères. Ça va être l'identité de la personne, à quel réseau elle s'est connectée, est-ce qu'il est en Wi-Fi, en filaire, dans un cybercafé ou chez lui. Et la troisième notion, ça va être quel device il utilise. C'est-à-dire qu'en prenant ces 3 notions, on peut dire, moi, si je suis au bureau avec mon laptop et que je suis sur la connexion Internet normale, je vais avoir un accès qui est très permissif. Par contre, si je vais être sur mon téléphone, dans un cybercafé à l'extérieur, là, je vais limiter peut-être certains accès aux applications les plus critiques dans l'entreprise. Donc, en fait, très facilement, on peut créer cet access role et avoir de la granularité chez le même user selon son accès, selon son device. Et là, ça va nous donner beaucoup plus de facilité pour contrôler les activités d'accès aux applications. Alors, c'est la même chose aussi pour le cloud, bien sûr. Là, j'ai parlé des applications classiques. Maintenant, si on prend une application cloud, on va les regrouper effectivement en termes d'usage, des cloud services, et on va aussi pouvoir avoir une politique peut-être différente selon l'application SaaS auquel on a accédé. Donc, on va identifier ça automatiquement. Donc, on pourrait les avoir une par une. Là, je les ai juste regroupés dans la catégorie qui est préexistante, qui s'appelle Cloud Services. Et bien sûr, la même chose en termes d'action, on peut limiter, bloquer, etc. Donc, forcément, les frontières ont disparu. Donc, là, le but, c'est de pouvoir fluidifier ça et contrôler que ce soit des applications internes ou externes de la même manière. Alors, on sait pertinemment que les enjeux en termes de Shadow IT sont liés à l'externalisation du SI ou des applications. Checkpoint a fait l'annonce de l'acquisition d'une société qui s'appelle Dome9 et qui va nous accompagner à sécuriser les clouds publics. Aujourd'hui, c'est une solution qu'on a acquis, comme je vous disais, il y a 2 semaines et qui permet de faire 4 éléments importants lorsqu'on va travailler sur des clouds publics. Le premier point, c'est la sécurité du réseau et les accès par rapport à ces clouds publics. Le deuxième point étant la partie compliance en mode continu. Est-ce qu'aujourd'hui, mes environnements sur du Amazon, sur du Azure, sur le Google sont compliant par rapport à mes politiques d'entreprise? Le troisième élément est toute la partie accès et privilèges, identité de l'utilisateur. Un peu le même principe qu'un bastion traditionnel qu'on peut faire sur un environnement privé, cloud privé. Là, on va l'avoir sur un environnement cloud public. Et le dernier point étant le partage en termes d'informations, en termes de risques qu'on a pu identifier. Si potentiellement on a pu identifier un risque sur une plaque aux US, sur une problématique spécifique, tout ça va être partagé sur l'ensemble des plateformes Dome9 qui sont mises à dispo chez nos clients pour pouvoir avoir une visibilité de bout en bout. Donc, les mots d'ordre vont être visibilité, contrôle de la sécurité et conformité. L'intérêt également, c'est que lorsqu'on parle à nos clients de sécurité, on parle souvent avec nos RSSI, nos DSI. Avec cette approche Dome9, on va parler aux métiers qui aujourd'hui vont opérer des environnements sur des clouds publics et sur lesquels on leur demande pas de mettre en place des politiques de sécurité, mais plutôt de valider que tout ce qui a été mis, tout ce qui a été externalisé en termes d'environnement, métier, application, données, on va pouvoir les suivre et leur donner un premier niveau en termes de sécurité. Alors, il y a un autre aspect qui est très important, c'est le chiffrement de la donnée. On a bien dit que tout ce qui était critique, il fallait le contrôler. Donc là, le but, c'est de vous dire que chez Checkpoint, on peut faire plusieurs choses. On peut chiffrer les disques durs, donc ça, c'est plus la partie endpoint chez nous. On est capable aussi, plus granulairement, de mettre le chiffrement directement sur le document. Vu que le document, il transite et il se balade sur Internet, il peut aller sur Dropbox, il peut aller sur un mail privé, il peut aller sur une application SaaS. Le but, c'est de mettre la sécurité sur le document lui-même. Donc, peu importe où on déposera le document, on continuera à le gérer, à le contrôler. Je vous montrerai 2 slides après qui vous expliquent un peu ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est on a parlé de port USB, on peut aussi protéger les ports USB. C'est-à-dire tout ce qu'on sortira par clé USB ou tout ce qui rentrera dans l'entreprise par clé USB, on pourra contrôler et sécuriser ces accès-là. Donc, chiffrement du disque, chiffrement des devices amovibles et chiffrement aussi du document lui-même. Comme vous pouvez le voir, hein, on se rapproche vraiment vers le point le plus critique de l'entreprise, qui est la donnée. Et par rapport à ces données, on va sécuriser le média sur lequel on va se connecter. Donc, un PC, une tablette, mais également un téléphone portable. Parce qu'il y a de la donnée d'entreprise, de la donnée critique sur un téléphone d'entreprise. Et ensuite, tout ce qui est périphérique amovible.
Donc là, c'est justement le capsule docs, c'est la solution qui permet de chiffrer le document. Vous allez pouvoir déjà, premièrement, classifier qu'est-ce qui est critique chez vous dans l'entreprise. C'est la première étape pour pouvoir mettre cette sécurité-là. Vous allez en un seul clic pouvoir chiffrer le document et choisir exactement à qui sont les gens à qui vous pourrez le partager, que ce soit des gens internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise. Et le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire le suivi de tout ça. Et ça, on le voit dans l'audit trail. Vous allez le voir dans le prochain slide. Donc tout ça, cette protection, je vous ai dit, c'est en un seul clic. Et bien sûr, ça permet de responsabiliser aussi l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur sort une donnée critique et qu'il ne la chiffre pas, il aura un reminder, un pop-up pour lui dire attention, tu sors quelque chose qui est chiffré. Enfin, par exemple, nous chez Checkpoint, on a un template qui s'appelle la roadmap, qui est très sensible. Bah, toutes les roadmaps, si on les sort sans les chiffrer, on sera prévenu automatiquement par la brique DLP qu'il faut le chiffrer avant de le faire sortir. Et surtout, tout est logué au niveau de l'administrateur. Donc derrière, on a une visibilité de ce qui sort de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est un exemple typiquement de pop-up que vous pouvez avoir pour la communication avec l'utilisateur, que vous fassiez un accès sur Internet sur une application, ça ce qui est interdit, on vous le dira. On vous demandera aussi des pages de confirmation si vous voulez quand même valider et expliquer que vous voulez y accéder à des fins business par exemple. Et c'est la même chose après pour le document. Peu importe où ira le document, donc ça c'est pour l'accès web ou une application, c'est ce qu'on appelle le user check pour l'éducation des utilisateurs chez Checkpoint. Donc tout ce qu'on fait, ça se base là-dessus. Le but, c'est pas surcharger le travail des administrateurs et faire en sorte que de responsabiliser et de déléguer un peu cette information-là à l'utilisateur pour qu'il soit responsable et qu'il puisse gérer ça aussi. Et donc pour la partie capacité d'audit sur le document lui-même, typiquement, peu importe le document, on a parlé de la CNIL s'il y avait un incident, de la GDPR. Donc là, le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir voir que le document rapport financier est un accès restreint, qu'il a été partagé, envoyé et quels sont les utilisateurs qui ont été autorisés. Et si vous regardez, vous saurez qui a tenté de l'ouvrir, qui a tenté de le copier, qui a tenté de faire un screenshot. Donc tout ça, c'est dans nos audit trails et ça permet effectivement de voir que, par exemple, on a un Jack qui a essayé de l'ouvrir et il n'a pas eu l'autorisation d'ouvrir parce qu'il n'était pas dans la liste des gens avec qui on avait partagé ce document qui était très sensible pour nous. Donc le gros intérêt, c'est que peu importe où se trouve le document, on continue de le maîtriser nous à l'interne. Donc voilà, hein, c'est l'exemple du log. Donc vous voyez effectivement qu'il a été bloqué. On voit que c'était un utilisateur qui était restreint parce qu'il n'avait pas été rajouté. Donc le capsule docs qui permet de chiffrer ça nous a permis de le voir et de continuer à le contrôler. Comme vous pouvez le remarquer, la donnée peut être à l'extérieur de l'entreprise, mais la sécurité est embarquée directement dans le document. C'est vraiment un élément différenciateur en termes d'approche de sécurité. Et le deuxième enjeu par rapport à ça, c'est de pouvoir avoir une vision de la donnée de l'entreprise et pouvoir faire de la classification en masse et de manière automatisée. Typiquement, on peut décider aujourd'hui de dire que tout ce qui est documents créés par la finance ont une typologie de chiffrement et d'accès, et il n'y a que les gens côté finance qui y ont accès. Alors, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, le but, c'est effectivement que vous récupériez la main sur ce qui transite à travers votre réseau et de pouvoir gérer effectivement tous ces nouveaux usages à l'extérieur aussi de l'entreprise et de continuer à avoir le contrôle dessus. Et donc, ça, c'est toutes les fonctions de sécurité qu'on a là-dessus. Donc, comme on a dit, ça permet de détecter, d'avoir la visibilité, de contrôler ces nouveaux usages applicatifs ou cloud. Bien sûr, d'éduquer l'utilisateur pour qu'il nous accompagne dans ce changement plutôt qu'il le subisse. Donc, le but, c'est que qu'il soit sponsor l'utilisateur et pas juste subir le changement. Et bien sûr, le but, c'est de centraliser, d'avoir une visibilité là-dessus pour pouvoir modifier aussi comment la DSI traite ces nouvelles applications. Savoir si on les rentre dans le giron de l'entreprise, si on continue de les autoriser, si on valide de nouveaux outils, etc. Donc, faire vivre ça à travers le temps. Pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche, dans cet accompagnement, Jean-Philippe vous a présenté toute l'offre de services et d'audits qui peut être proposée. Et typiquement, on a une offre qu'on appelle un check-up, un security check-up, qui permet de vous donner une vision de bout en bout des utilisateurs, des applications et des environnements et des données qui peuvent sortir de l'entreprise. Donc moi, je vous invite à vous rapprocher auprès de vos commerciaux Retis, de vos équipes sécurité, de sorte à vous accompagner dans la transition vis-à-vis de ces applications en mode SaaS. Oui, donc là c'est Jean-Philippe, je reprends un petit peu la parole pour conclure. Alors je vais essayer de conclure en disant que finalement l'éparpillement des données, donc le fait que les données soient plus comme auparavant dans des data centers bien identifiés, mais de plus en plus malheureusement ces données sont éparpillées.
Alors pour de très bonnes raisons, hein. Les bonnes raisons, c'est le nomadisme digital, c'est l'accessibilité, c'est l'efficacité, c'est la rapidité d'accéder à l'information de partout. Les mauvaises raisons, c'est par exemple le shadow IT qui finalement ne compense pas un manque parce que les outils existent déjà fournis par la DSI, mais ils sont mal compris ou mal identifiés par les utilisateurs, donc ils font autrement. Ça, c'est les mauvaises raisons d'éparpiller les données. Mais d'une façon générale, on peut considérer qu'à l'heure actuelle, la digitalisation, c'est un phénomène global et cet éparpillement des données, il est inéluctable. Et donc, Shadow IT ou pas, finalement, il faut avoir des solutions et une approche qui permet de mieux maîtriser ce phénomène qu'on va pas forcément pouvoir empêcher complètement. Donc, il faut réduire les mauvais usages par une sensibilisation des utilisateurs. Il faut retrouver une visibilité sur les flux d'informations et donc ce qui va permettre d'identifier les mauvais usages et donc de prendre les mesures derrière. Et enfin, chiffrer les données et même plus précisément déplacer la sécurité au niveau des données, puisque ça coule de source, puisque les données sont distribuées, sont éparpillées, eh bien, on n'a pas le choix. Il va falloir mettre une partie de la sécurité au niveau des données elles-mêmes pour pouvoir continuer à les gérer correctement.